Salut les Tanoukiens, vous l'attendiez? La voici, la deuxième partie de mon parcours au Japon. L'épisode 2 des aventures du Tanuki. C'est quand même mieux que les aventures Tintin, non? Non? Le premier épisode, que je ne peux que vous inviter chaudement à visionner si ce n'est déjà fait, se terminait sur mon arrivée au Japon en janvier 2018. Et là, grand suspense, ça. Oui, c'était dans mon appartement après un vol dans un avion Hello Kitty. Oui, Hello Kitty, c'est important de le préciser quand même. Bref, j'étais au Japon. Et pour être honnête, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller faire quelques courses au Life, c'est une chaîne de supermarché, et d'aller dormir. Oui, bon. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché d'avoir une drôle d'impression quand j'en suis sorti dans la rue pour la première fois. Je vais vous raconter ça. J'avais décidé d'aller faire un petit tour du quartier pour appréhender mon nouvel environnement. Vous voyez, j'étais dans un immeuble à Miyakojima, au 4e étage c'était. Pas loin de la station Noe-Chundai, hein. Donc le nord d'Osaka pour faire simple, quartier sympa et pas trop mal situé. Moi en tout cas j'aimais bien. Donc je sors dans la rue et là, grosse surprise, oui c'était le Japon, une architecture que je ne connaissais pas, des gens, un style vestimentaire, des rues, des magasins, des écritures. Waouh, que du nouveau. Complètement différent de la France évidemment. Si je devais vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, la meilleure métaphore serait peut-être l'arrivée dans un MMORPG. Un peu comme vous créez votre personnage, vous êtes balancé dans une zone, et là vous êtes émerveillé par ce nouvel environnement, et vous comprenez qu'il va falloir apprendre comment ça marche. Où XP, où trouver de l'argent, des alliés, des armes, etc. Voilà, c'est vraiment cette impression que j'ai eue là. En fait, la métaphore est beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on pourrait penser. Car, oui, j'allais devoir aussi évoluer dans le Japon comme un personnage dans un MMORPG quelque part. Donc j'ai dormi, et puis le lendemain, et j'avais bien envie de sortir évidemment. Ouais, oh, y a l'adrénaline quoi, les nouveautés et tout. Et j'avais entendu parler du château d'Osaka, et il fallait absolument que j'aille voir ça. C'est ce que j'ai fait. Après une petite galère pour comprendre comment acheter un ticket de métro, j'étais arrivé sur place. Voilà donc une petite vidéo que j'ai vraiment faite à l'époque, dont je vous parle avec mon téléphone. Je l'ai faite pour la famille, en fait, à la base, mais j'ai très envie de vous faire profiter de cette pure merveille. Alors ici, on voit des bâtiments et la rivière Naya, qui est en fait vraiment la grosse rivière d'Osaka. Et surtout, en face, on voit l'Osaka-jo. C'est vraiment l'attraction d'Osaka, c'est le château d'Osaka. Donc c'est exactement ce que je vais aller voir moi tout de suite. Ouais, vous voyez, en janvier 2018, j'étais déjà youtubeur avant d'être youtubeur en fait, mais je ne le savais pas encore. C'est bien dommage car à l'époque, il y avait encore moyen de décoller sur YouTube, contrairement à aujourd'hui où c'est beaucoup plus compliqué, voire totalement bouché. Merci les algos. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire marcher l'algorithme avec un pouce bleu en l'air et en vous abonnant. Merci. Allez, on continue. Je vous mets une ou deux photos du château car il est vraiment magnifique, il vaut le coup, un incontournable si vous allez à Osaka, croyez-moi. Après cette visite du château de Osaka, sans blague, j'ai eu la crève pendant 2 jours. J'étais au lit. Le lundi, ça ne m'a pas empêché de commencer les cours puisque si vous avez regardé l'épisode 1 des aventures du Tanuki, eh bien vous vous souvenez que je m'étais inscrit dans une école de japonais, l'école de japonais Obikeji, à Osaka plus exactement. Le premier jour était assez sympa, ils avaient envoyé quelques élèves pour chercher et expliquer aux petits nouveaux comment prendre le métro pour aller à l'école, etc. Ensuite, on a eu une petite bouffe avec un discours de bienvenue dans une salle pour les nouveaux arrivants. Il y avait quelques dizaines de nouveaux étudiants, mais c'était pas la folie, vous savez. L'entrée de janvier, en fait, c'est la plus petite rentrée dans les écoles. Il y en a 4 par an, tous les 3 mois. La majorité de l'école était des étudiants indonésiens autour de la vingtaine, pour vous décrire un petit peu la situation. À côté d'eux, on trouvait un peu de tout, des Chinois, des Vietnamiens, quelques Français aussi. Et puis j'ai pu sympathiser avec quelques personnes déjà ce jour-là, comme ce sympathique Adam, je crois qu'il suit la chaîne, donc je le salue au passage. On a eu aussi un test de niveau pour savoir dans quelle classe chacun allait aller durant cette journée, et sans surprise, j'ai fini dans la classe avec le niveau le plus bas. Bah oui, j'étais débutant, moi, hein, comme d'autres. D'ailleurs, je déconseille aux débutants de venir en janvier, car il n'y a pas de classe de vrais débutants, car pas assez d'élèves débutants, justement, qui rentrent en janvier pour créer
une classe. Et ils vous mettent donc du coup dans la classe du plus bas niveau de l'école, mais où tous les élèves, enfin la majorité d'entre eux, sont déjà là depuis 3 mois. Et inutile de dire que pour moi, ce fut vraiment la grosse galère à suivre, les cours. Et d'ailleurs, si les écoles de japonais vous intéressent, sachez que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, disponibles sur ma chaîne. Et je suis donc resté dans l'école de janvier à juin. Alors la plupart des étudiants, en fait, ils étaient là pour entrer dans des universités japonaises par la suite. Quelques autres, un peu plus âgés, voulaient chercher du travail au Japon à la fin du cursus. Parmi les Français, on trouvait de tout. Certains pour les études, certains pour le travail, mais aussi beaucoup qui voulaient juste passer 1 an au Japon pour le fun, pour découvrir le pays. Et un truc incroyable que j'ai constaté, c'est que l'immense majorité des élèves ne restaient qu'entre communautés linguistiques. Les Indonésiens étaient entre eux, les Viettes étaient entre eux, etc. Les francophones, c'était un peu la même chose pour la plupart. Ce qui fait que certains élèves, en fait, ne rencontraient ou ne côtoyaient aucun japonais en dehors des lieux de travail ou d'études. Personnellement, il y avait quelques Français avec qui je faisais des sorties, mais j'ai aussi été ami avec un Indonésien ou une Chinoise, avec qui j'ai fait des visites comme par exemple le grand aquarium d'Osaka, qui s'appelle le Kaiyukan, que je vous conseille aussi. J'étais allé avec elle. Et durant ces mois, justement, j'ai fait pas mal de visites à Osaka, souvent accompagné, parfois seul, un petit peu comme j'ai expliqué avant. Et puis, à la sortie de l'école, j'ai commencé à chercher un travail. Parce que bon, je me dois de vous préciser aussi que, en fait, en quittant l'école, j'ai dû rendre mon appartement et donc trouver un autre. J'ai trouvé un logement à Tennoji, en fait, près de la station d'Obutsuen Mae. Donc Tennoji, c'est assez mal réputé. Les Japonais considèrent que c'est un peu mal famé, un peu dangereux. Bon, c'était dangereux au Japon, ça veut dire plus sécurisé que n'importe où en France. Mais bon, voilà, c'est le barème japonais, quoi. Vous voyez le truc. Faut dire que c'était comme assez fameux comme quartier. C'était un quartier assez ancien en fait, avec des vieux supermarchés, des vieilles galeries, avec des karaokés où ils diffusaient de la musique, je sais pas, des années 60 ou 70, enfin bref, avec que des petits vieux. Tout. Et il y avait même des petits vieux qui devaient être SDF ou je sais pas quoi, qui étaient dans la rue en fait, en train de boire de la bière ou de dormir comme ça, étalés sur le trottoir en fait. C'était assez bizarre. Sinon, à 2 minutes de mon hôtel, en fait, il y avait une galerie marchande et elle était voisine, en fait, d'un drôle de quartier. Je vous raconte une anecdote parce que ça, c'est obligatoire. Une fois, alors que j'allais à la mairie, hop, je traverse donc cette galerie marchande et puis je suivais mon GPS puisque j'y étais jamais allé. Et en fait, j'arrive dans des petites ruelles comme ça, des petites rues, très jolies, avec des jolis petits lampadaires, des petites espèces de petites maisonnettes comme ça, alignées les unes à côté des autres, des petites maisonnettes avec un étage. Et puis avec des portes coulissantes en bas. C'était assez joli. On était en plein milieu de l'après-midi. Et il y en avait une avec les volets, les portes coulissantes en fait ouvertes. Et puis je regarde dedans, et puis là je vois des espèces de coussins rouges en forme de cœur et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis dans ma tête, je me dis, ça doit être un salon de massage. Vous voyez, je pensais à rien de particulier en fait. Je me dis, bon, ça doit être un salon de massage, un truc comme ça. Mais même pas de trucs sales, juste un salon de massage, je me suis dit. Puis je continue donc ma route. Puis 10 secondes plus tard, en fait, il y avait une autre maisonnette comme ça, avec les portes ouvertes. Et là, il y avait une petite vieille qui était assise à l'entrée de cette maisonnette et qui me dit come on. Qui me dit de venir en fait, quittez Kudasai, elle me dit. Et elle me dit de venir, et puis moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je regarde, et en fait je vois l'intérieur de la maison, et en fait à l'intérieur il y avait une très jolie jeune femme court-vêtue, une japonaise, puis elle me faisait des petits signes comme ça. Et là je me suis dit, purée d'accord, on est dans un quartier de... je vais être censuré par YouTube, donc il faut que je trouve le bon terme. Disons de filles de joie, ça sera pas censuré. Et j'ai continué ma route, je suis allé à la mairie. Mais j'ai été amené pour différentes raisons à repasser plusieurs fois en fait dans ces rues-là. Et le soir notamment, il y a du monde et puis tout est ouvert là. Vous voyez. Et il y a plein de filles en fait, comme là, qui vous proposent leur service, on va dire ça comme ça. Des drôles de services. Alors je vais répondre tout de suite à votre question. Non, je n'ai rien consommé sur place, moi, personnellement. Non. Et voilà, il y avait plein de filles comme ça.
Et il y en avait qui étaient habillés, voilà, juste en style bikini, d'autres qui étaient habillés en tenue d'écolière, mais ultra sexy, quoi, bien, bien court. D'autres qui étaient habillés en tenue de miko. Les mikos, c'est les servantes, en fait, dans les temples. Vous savez, elles sont toujours habillées en pantalon rouge et en haut blanc. Donc ça, c'était la petite anecdote. Donc ça s'appelle Tobita Shinchi, pour ceux qui sont intéressés par ça. Le premier travail que j'ai trouvé, c'était dans un tout petit atelier de production. Ils fabriquaient des emballages en plastique pour des essuie-glaces, etc., qu'ils expédiaient dans le reste de l'Asie. Il n'y avait que le patron et sa femme. Et à part eux, il n'y avait que des gens en visa travail. Il y avait un Allemand, il y avait un Espagnol et il y avait un Taïwanais. Et c'est tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de personnes en vacances-travail là-dedans. Ça m'a inquiété directement en fait. Trop d'étrangers, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et j'ai compris pourquoi, rapidement. Le patron et sa femme étaient absolument infects, en fait. Ils n'arrêtaient pas de hurler sur tout le monde. Et impossible de rester 10 minutes sur un poste concentré. Ils étaient tout le temps là à vous dire « fais ci, fais ça, machin, va là, fais c'est insupportable. » Impossible de travailler, impossible. J'ai même pas fait 2 semaines là-dedans. J'ai été chercher et j'ai trouvé ailleurs. Heureusement. Alors cette fois-ci, le nouveau boulot que j'ai trouvé par la suite, c'était un boulot de nettoyage dans un hôtel. Les collègues étaient vraiment super sympas, et japonais notamment pour la majorité. Et le chef d'équipe aussi, un coréen avec qui je me suis immédiatement très bien entendu. Alors certes, pas le boulot le plus passionnant du monde, mais largement assez pour économiser de l'argent et assurer mon quotidien et mes sorties. Du coup, la semaine, je travaillais, parfois même le samedi et le dimanche quand j'avais rien de prévu. Et à côté du travail, avec d'autres amis que j'avais gardés de l'école, de mon ex-école, eh bien, on faisait des sorties, notamment dans des soirées internationales pour rencontrer des Japonais. Et effectivement, on a fini par trouver un groupe de Japonais sympathiques avec qui on a fait différentes choses par la suite. Par exemple, on est allé ensemble boire dans des izakaya, on est allé manger dans des restaurants, et on a été notamment donc à des festivals comme le Tenjin Matsuri ensemble. C'était vraiment sympa, hein. 1 heure et demie de feu d'artifice, le Tenjin Matsuri. C'était plein à craquer, près du parc Sakura no Miya, si ma mémoire est bonne. Mais c'était vraiment super sympa. Et au bout d'un moment, j'ai même fait quelques visites avec mon chef d'équipe coréen qui était devenu un ami entre-temps. Et d'ailleurs, qu'il l'est toujours des années après. Il est toujours à Osaka, lui, donc je le vois rarement, mais ça arrive qu'on discute régulièrement, comme ça, en s'envoyant des messages. Il m'arrivait aussi régulièrement de partir visiter d'autres endroits au Japon, comme Kobe, Kyoto, Nara, Wakayama, Okayama, Himeji, Yonago, le mont Fuji, etc. Ensuite, j'ai quitté mon travail courant décembre, vers la fin de mon visa, et là, j'ai eu une grosse surprise. Il y a des collègues qui m'ont prise dans leurs bras, vraiment en mode « Ah, c'est dommage que tu partes et tout, on t'aimait bien et tout ». Alors que c'était pas forcément des gens qui m'avaient fait des remarques ou qui s'étaient montrés extrêmement sympas, ni désagréables d'ailleurs, par le passé, quand je travaillais, donc c'est vrai que ça m'a surpris. Et mon chef d'équipe m'a dit « Oh, t'inquiète pas, ici, tout le monde t'apprécie ». Bon bah, ça c'était quand même plutôt sympa. Faut que je vous raconte quand même 2-3 anecdotes d'ailleurs sur ce travail-là, qui sont vraiment sympas. Par exemple, une fois, il y avait donc une équipe de baseball qui était venue jouer à l'Osaka Dome, en fait, qui est un grand stade pas loin de l'hôtel où je travaillais. Et je sais pas pourquoi, je me rappelle plus de la raison, mais ils ont laissé dans les chambres des centaines, je dis bien des centaines, de cup noodles. Vous savez, c'est boîtes de nouilles instantanées, vous versez de l'eau chaude dedans et en 3 minutes, hop, vous pouvez manger. C'était des nouilles instantanées coréennes. Vous voyez, c'est exactement comme ça, les cup noodles. Des petites comme ça, il y en a qui sont plus grosses aussi. Eh bien, c'était exactement pareil. Et ils en ont laissé plus de 200. On avait compté. Incroyable. Et donc, comme on n'allait pas les jeter, on les a répartis, en fait, au sein du personnel, voilà, ceux qui en voulaient. Ah, c'est quelque chose qui est arrivé aussi pour des bouteilles d'eau avec une autre équipe de baseball qui logeait à l'hôtel. Ils avaient laissé des dizaines et dizaines de bouteilles d'eau, donc voilà, on se les a répartis. Mais c'était vraiment amusant d'avoir des stocks pas possibles comme ça. À un moment aussi, j'avais dû aller aider au nettoyage des bains de l'hôtel. Vous voyez, il y avait des bains pour les hommes, des bains pour les femmes. Vous savez, les bains typiques japonais, style bain public, vous savez, où on peut aller se doucher et puis ensuite prendre donc un bain complètement nu, quoi. Hein. Voilà, comme les japonais, quoi. Un genre de bain public, mais au sein de l'hôtel, en fait.
Et puis donc tous les jours c'était nettoyé et on m'avait demandé d'assister un petit jeune de 72 ans, un collègue de travail, un petit jeune de 72 ans, je sais plus comment il s'appelait mais il était vraiment très très gentil. Et en fait pour le nettoyage, on n'entre évidemment pas dans ces bains-là avec nos chaussures, on mettait des chaussures spéciales, des genres de chaussons. Et en fait, j'avais enlevé donc mes chaussures et en fait, j'avais des chaussettes trouées, la honte. Et mon collègue l'a vu. Et le lendemain, il s'est pointé avec des paires de chaussettes qu'il avait achetées dans un magasin, il me les a données. J'avais honte, c'est pas possible, j'avais tellement honte. Ah là 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 là. Et ben voilà, c'était une des sacrées anecdotes amusantes. Sinon, il y avait aussi une petite sous-chef, hein, on va dire ça, une sous-chef, qui avait 72 ans aussi. Et ma collègue de travail la plus âgée, c'était Kimura-san. Elle était adorable, c'était une mamie vraiment adorable. Elle m'avait même montré des photos d'une de ses visites en France, en fait, à Paris, il y a la Tour Eiffel, tout ça, qu'elle avait fait il y a quelques décennies, donc c'était assez amusant. Et elle avait 76 ans. 76 ans et elle continuait voilà à venir travailler quelques jours comme ça. Ah, faut que je vous parle un petit peu des baïtos aussi parce que les baïtos on dit petit boulot mais ça n'a rien à voir avec la France. Les baïtos la plupart du temps il n'y a même pas de contrat de travail en fait. C'est voilà vous êtes recruté puis vous vous pointez. L'entreprise peut vous dire de partir à n'importe quel moment, c'est-à-dire n'importe quel jour, ils vous disent bah voilà c'est ton dernier jour, on n'a plus besoin de toi, salut. Mais vous pouvez aussi partir à n'importe quel moment, voilà. Et un truc, c'est que c'est extrêmement flexible. On avait en fait un calendrier qui était affiché avec nos noms et tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6 du mois, jusqu'à 20, 29, 30, vous savez, tous les jours du mois en fait, et fallait cocher quel jour du mois suivant en fait on allait travailler ou pas, pour qu'ils puissent faire un petit peu un planning. Vous voyez, c'était vraiment à la carte, hein, en fonction de la volonté de chacun. Vous voyez, le baito, c'est vraiment extrêmement souple. Et il y a des gens d'ailleurs qui choisissent de ne vivre volontairement que d'un travail de baito. Alors c'est pas très rémunéré, mais c'est extrêmement souple. Ils peuvent prendre des congés n'importe quand, ils peuvent travailler plus ou moins autant qu'ils veulent, etc. Néanmoins, bon, la plupart du temps, c'est surtout bien pour voilà, les lycéens, les étudiants. Ça peut être un deuxième travail pour certaines personnes qui sont employées permanentes dans une autre entreprises et qui veulent de l'argent, plus d'argent. Parfois aussi, c'est des mères de famille qui veulent s'occuper un peu, ramener un peu plus d'argent quand les enfants sont à l'école et qui viennent donc faire quelques heures par-ci par-là dans des petits boulots comme ça. Voilà ce qu'est un baito. Vous pouvez même cumuler plusieurs baitos d'ailleurs si vous le souhaitez. Je me souviens aussi par exemple d'une autre entreprise où j'étais pas allé travailler finalement même si j'avais été pris. Mais j'avais passé un entretien chez eux, c'était une entreprise de fabrication de sandwich en fait. Ils fabriquaient notamment du pain, vous savez, le pain qu'on découpe, puis on fait des sandwichs triangles avec notamment. Voilà, ils avaient une boutique spécialisée là-dedans. Et ils m'avaient demandé durant l'entretien combien de temps tu veux travailler par jour et combien de jours dans la semaine. Alors, et c'était, est-ce que tu veux travailler 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour? Ouais, ils m'avaient carrément proposé ça. On pouvait choisir. Moi, je trouve ça quand même vachement bien, en fait. Voilà, pour les gens qui veulent travailler un peu, mais qui ont un autre travail ou d'autres obligations à côté, c'est vraiment extrêmement souple. Et sinon, à la fin de l'année, moi, le Japon, j'étais un peu déçu de me dire « Ah, le mois prochain, il faut que je rentre ». J'étais un petit peu déçu, moi, j'aimais beaucoup. Et je m'étais dit « Ah, ça serait quand même bien que je puisse un petit peu rester et tout ». Et je m'étais informé un peu de comment le faire. Et j'avais vu qu'il y avait des salons, il y avait eu un salon par exemple à Kobe pour l'emploi des étrangers, c'est-à-dire des entreprises japonaises ou étrangères qui proposaient des emplois mais seulement pour les étrangers en fait. Et donc je m'étais rendu à un de ces salons, enfin à plusieurs même, en déposant mon CV, voyant un petit peu ce qui était proposé comme emploi, ce que je trouvais que c'était comme intéressant, ça pouvait être une bonne expérience. Et j'avais eu un retour puisque un jour en fait il y avait une entreprise de fabrication de dorayaki. Les dorayaki, je vous mettrai une photo pour ça, pour que vous puissiez savoir ce que c'est. En fait, c'est un genre de pancake en sandwich avec de la pâte de haricots à l'intérieur. C'est pas mauvais du tout. Si vous allez au Japon, vous pouvez en trouver partout. Franchement, faites l'expérience.
allez manger des dorayaki, vous en trouvez dans les supermarchés, vous en trouvez partout, hein, c'est tout bête. Et donc cette entreprise à qui j'avais laissé un CV, en fait, m'a recontacté et m'a invité à un petit séminaire et une visite de leur usine. Et c'était assez loin d'Osaka, c'était comme à 2 heures, quelque chose comme ça. Et j'y suis allé parce que bon, ça pouvait être une opportunité, puis rien que par curiosité, ben ouais, c'était pas mal quoi, je veux dire, on sait jamais. Et donc voilà, j'y suis allé, j'avais mis mon costard, hein, comme ça se fait au Japon, et puis on m'a accueilli là-bas, c'était une entreprise à Yonago, on m'accueille bien sûr avec d'autres, il y avait, je crois qu'il y avait un Chinois, il y avait un Américain, il y avait une Coréenne, il y avait une Italienne, j'étais surpris. Et donc voilà, on nous a fait asseoir, on nous a donné des dolayaki à manger, bah oui, la classe, faut bien vendre l'entreprise un petit peu. Et puis on nous a fait, voilà, c'était un petit séminaire, quoi, une petite présentation sur diapo de l'entreprise. Voilà, et on a fait une petite visite de l'usine, c'était assez intéressant. Et après, on était tous assis à une table, et puis ils nous ont posé des questions, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, etc. Et tout. Alors moi, j'étais pas du tout à l'aise parce que j'avais un japonais vraiment minable à l'époque qui était vraiment pas au niveau. Aujourd'hui, je pense que je pourrais m'en sortir à peu près, je pourrais m'en sortir correctement, mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas, donc je galérais à répondre aux questions. Et bon, ils l'ont bien vu de toute façon, c'est dommage. Les autres étaient bien meilleurs, hein, puisque bon, eux, c'était des gens qui visiblement étaient étudiants, etc., donc qui avaient un bien meilleur niveau en japonais que moi. Et il y a quand même un des responsables qui est venu discuter avec moi, en fait, à un moment, et il m'a demandé, ah, vous connaissez telle certification, etc. Oui, je connaissais parce que j'avais déjà travaillé dans l'agroalimentaire, en fait, avant de venir au Japon, donc oui, c'est des choses qui me parlaient, c'est aussi des choses que j'ai étudiées durant ma formation, en fait, en BTS et à l'université. Chose amusante, ils recrutaient soit des gens pour le business, soit des gens pour vraiment travailler comme chef d'équipe ou des postes comme ça dans l'atelier. Et en fait, j'étais un des seuls à qui ils ont vraiment posé des questions pendant la présentation des diapositives et la présentation de l'entreprise, parce que j'étais le seul en fait qui n'était pas là pour le business en fait. J'étais le seul qui était là vraiment capable de faire de la production en fait. Bon, inutile de vous préciser que je n'ai pas été pris puisque mon niveau de japonais n'était pas assez bon. Mais c'est pas grave, c'était quand même intéressant, une très bonne expérience. Et donc des responsables, le responsable qui était venu me parler m'a expliqué que lui recherchait des gens avec un niveau de japonais N3. Et il se trouve que moi j'étais à peu près N4 à ce moment-là. Parce que quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que à tous les jours, quand je revenais de mon travail à l'hôtel, et ben pendant 1 heure, j'étudiais des livres de japonais que j'avais achetés dans dans une bouquinerie. Donc je me faisais une leçon de kanji, une leçon de vocabulaire, une leçon de grammaire et les exercices qui étaient avec. Et ça m'a permis d'apprendre énormément, notamment de combler beaucoup de lacunes que j'avais eues à l'école. Franchement, on dira ce qu'on veut, mais la régularité, c'est quand même super important. Que ça soit en japonais ou dans un autre domaine d'ailleurs. Et puisqu'on parle de japonais, eh bien j'ai été passer le JLPT N4, l'épreuve du JLPT N4, qui est un examen de japonais en fait, en décembre avant de revenir en France. Et je vous incite à faire de même si vous apprenez le japonais, c'est toujours un plus. Surtout si vous voulez vivre au Japon un jour, ou y passer du temps en tout cas. Ça ne sera que positif. Ensuite, bon bah écoutez, j'ai tout simplement terminé le mois de décembre et puis début février, terminé mon visa en fait. J'étais avec un ami donc me promener au Mont Fuji. Même début janvier, c'est magnifique. Il y avait du soleil, il fait pas très frais, il y a peu de touristes. Franchement, c'est peut-être une période à laquelle il faut penser, hein, plutôt que de se ruer avec la masse, toujours aux mêmes périodes évidemment. Donc voilà, c'est ma petite suggestion pour la visite du Mont Fuji. Et puis ensuite, je suis rentré en France, donc je crois que c'était le 9 janvier 2019. Après une rapide recherche, j'ai réussi à trouver sans trop de soucis un nouveau travail de technicien de laboratoire. Et vous voyez, il y avait ce que m'avait raconté le mec durant ma visite de l'usine qui me tournait un petit peu dans la tête. Il m'avait dit, il faudrait un niveau de japonais N3. Et moi, j'étais N4. Le N3, c'est le niveau après le N4. Donc en quelques mois, je me disais que je pouvais atteindre ce niveau en fait. Même si, soyons honnêtes, la plupart des travails qui sont proposés aux étrangers exigent un niveau de japonais JLPT N2, donc qui est déjà un niveau comme assez évolué quoi.
Là, c'est pas en quelques mois que j'aurais pu l'avoir. Mais voilà. Donc ça tournait dans ma tête pendant l'année 2019, alors que je travaillais. Et je me disais, j'aimerais bien quand même retourner au Japon et tenter ma chance. Et je réfléchissais au fur et à mesure de l'année. Et je me disais, et finalement, l'idée a germé dans ma tête. J'allais retourner au Japon en tant qu'étudiant. Et j'allais étudier pour obtenir ce JLPT N3 minimum afin de chercher du travail au Japon et advienne que pourra. Mais ça, mes amis, ce sera pour le prochain épisode des aventures du Tanuki. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines aventures du Tanuki. On se retrouve très bientôt. Allez, salut!